Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Voilà, donc je suis très heureuse de présenter la conférencière invitée aujourd'hui au séminaire de l'Institut Émilie du Châtelet, et j'en profite pour remercier ses responsables, Evelyne Père, Joël Valls et Nicole Mosconi, de m'y avoir associée. Depuis sa création en 2006, c'est, il me semble, la première fois que le séminaire accueille une spécialiste du 9e art qui regroupe la bande dessinée, les mangas et les comics. Le séminaire a déjà ouvert ses portes à des chercheurs et des chercheuses qui étudient le cinéma. En 2014, il avait ainsi reçu Pilar Aguilar Carrasco, qui avait parlé de la fiction audiovisuelle comme un monopole du mal qui fait mal. En 2016, Brigitte Rollet, qui avait évoqué le combat de la cinéaste Jacqueline Audry pour s'imposer en tant que femme dans le milieu du cinéma de l'après-guerre. Et il y a 3 ans, Geneviève Cellier, qui avait analysé le double standard du vieillissement selon le genre dans l'industrie cinématographique. Auparavant, nous avions également eu l'occasion d'entendre Hélène Fleckinger sur les problèmes du genre et les traitements de la différence des sexes dans le cinéma en France depuis 1968, ou encore Gwenaëlle Legras sur l'émergence des enquêtrices dans un genre masculin, le film policier français. Aujourd'hui, dans le cadre de ce séminaire, nous allons passer... sans vraiment quitter complètement le 7e art, nous allons passer au 9e art, qui est un objet d'étude majeur pour comprendre la construction des rapports sociaux de sexe dans l'esprit des jeunes et des moins jeunes, notamment en raison de l'importance de son lectorat et de ses adaptations cinématographiques et télévisuelles qui touchent un public encore plus large au niveau mondial. Pour ne citer qu'un exemple, les comic books Batman se vendent aux alentours de 100 000 exemplaires par mois. Et 1,5 million de spectateurs ont vu le film Batman Begins en France lorsqu'il est sorti en 2005. On peut donc se réjouir que Sophie Bonaday ait consacré sa thèse aux super-héroïnes de Gotham City, thèse co-dirigée par la sociologue Réjeanne Vallée et la spécialiste d'études filmiques Brigitte Gauthier à l'Université d'Évry en 2019. Le titre complet de ce travail était « Des super-héroïnes à Gotham City, une étude de la redéfinition des rôles genrés dans l'univers de Batman ». Sophie Bonaday est aujourd'hui ATER à l'Université de Rennes 1, où elle enseigne la communication écrite et visuelle, et elle a été qualifiée par la section 18 du CNU. Elle est membre du laboratoire SLAM, Synergie, Langue, Art et Musique à l'Université d'Évry. Elle s'intéresse aux représentations des femmes et des super-héroïnes dans la culture médiatique, et particulièrement dans les comic books, mais également à l'impact du contexte de production sur le contenu des œuvres, ainsi qu'aux interactions entre les différents médias autour d'une figure transmédiatique, le super-héros ou la super-héroïne. Elle a publié 3 articles dans des revues à comité de lecture. J'en cite le titre « I am Gotham, identification du super-héros et de la ville dans les comic books Batman », paru dans la revue Itinéraire en 2019. Autre article, Les 3 mousquetaires, enjeu d'une réappropriation dans Milady de Winter
d'Agnès Maupré, suivi d'un entretien avec Agnès Maupré dans la revue Alternative francophone. Enfin, un article intitulé « Des effets spéciaux dans les séries télévisées françaises, déjà une réalité » dans la revue Circave. Elle a également co-dirigé avec Réjeanne Vallée un numéro de Genre en série, une revue universitaire en ligne qui explore la manière dont le genre, gender, traverse les cultures médiatiques et qui est pionnière en France dans cette articulation des gender studies aux productions audiovisuelles et médiatiques. Le numéro de la revue co-dirigée par Sophie Bonadé s'intitule « Super-héroïne, un genre à part ». Son propos aujourd'hui porte donc sur ces super-héroïnes de l'univers de Batman, dont elle va nous présenter à la fois le parcours éditorial, mais aussi les nombreux stéréotypes de sexe qui ont impacté la construction de leurs personnages, ainsi que leur statut dans l'intrigue. Et je lui laisse, sans plus attendre, la parole. Merci Sophie. Bonjour, merci beaucoup. Je me permets juste de rectifier, mais c'était une erreur de ma part. Je ne suis plus à TER depuis cette année. En fait, ça s'est fini en août, mais tout le reste est bon. Donc, bonjour, merci beaucoup aux gens qui sont présents aujourd'hui pour m'écouter. Donc, je viens aujourd'hui présenter ce qui a été en fait le sujet de ma recherche de thèse durant 5 ans, l'apparition et l'évolution des super-héroïnes de l'univers de Batman. Donc, l'idée de cette recherche est née d'une constatation. En 2014, les super-héroïnes étaient beaucoup moins connues et moins visibles que les super-héros. Les œuvres qui atteignaient le plus de monde, c'était les films super-héroïques. Et donc, ici, je vais juste me concentrer sur les films qui sont issus des œuvres de l'éditeur DC Comics pour réduire un petit peu le nombre de films. Donc, si on exclut les serials, qui étaient des films en plusieurs parties diffusés durant les années 1950, en 2000, DC Comics avait eu 23 adaptations de ses œuvres au cinéma, dont 10 depuis le début des années 2000. Alors, avant les années 2000, les films qui avaient connu le plus gros succès, c'était les films Superman, donc il y en a eu 4, la franchise Superman, et les films Batman, donc réalisés par Tim Burton et Joel Schumacher, même si c'est plutôt les films de Tim Burton qui ont connu un vrai succès. En 1984 était sorti un film Supergirl, donc centré sur une super-héroïne, qui était un spin-off, une œuvre dérivée des films Superman. Alors, le film a coûté 35 millions de dollars et n'en a rapporté 14 au box-office, donc ça a été un échec financier. Dans les années 2000, le premier film à apparaître est un film centré sur une super-héroïne, enfin, super-héroïne ou villainess. Donc, les villains et villainesses, c'est les méchants dans l'univers des comic books. Donc, centré sur Catwoman, donc en 2004, un film qui a coûté 100 millions de dollars et qui n'en a ramené que 82 millions au box-office, donc un deuxième échec financier. Et là, on voit un modèle qui commence à apparaître. D'autres films sont parus dans les années 2000. Donc il y a eu la trilogie des films Batman de Christopher Nolan, qui a été pour le coup un vrai succès financier et un succès critique. Le second film de la série, The Dark Knight, a été le premier film super-héroïque à ramener plus d'1 milliard de dollars au box-office à travers le monde. Pour Superman, en fait, en 2006, il y a une tentative de relancer la franchise avec Superman Returns, qui a été plutôt un échec. Et en 2013, il y a eu Man of Steel, qui semblait annoncer, donc en 2014, plutôt un succès sur grand écran pour le personnage, même si les années nous ont prouvé qu'il n'en était rien. Donc, voici en 2014 quelle était la visibilité des super-héroïnes de DC Comics sur grand écran. Les 2 films centrés sur des femmes avaient été des échecs. Elles étaient au mieux des personnages secondaires dans des œuvres centrées sur des hommes. Et leur mise en scène n'était pas sans poser problème. Ainsi, le film Catwoman avec Halle Berry avait reçu des critiques pour l'hypersexualisation du personnage, surtout par rapport au costume que portait Halle Berry, qui avait été critiqué comme hypersexualisant, dévêtissant son corps et invoquant un univers sado-masochiste. Dans le film The Dark Knight Rises, donc le dernier film de la trilogie de Christopher Nolan, Catwoman apparaissait, en tout cas Selina Kyle apparaissait. Elle n'était jamais nommée en tant que Catwoman et l'un de ses rôles principaux était de devenir la petite amie de Batman, Bruce Wayne, à la fin du film. Si les films permettaient de se rendre compte d'une relative absence des super-héroïnes et de la façon dont leur mise en scène variait par rapport à celle de leurs homologues masculins,
il n'était que la partie immergée de l'iceberg. En effet, avant d'apparaître régulièrement sur les écrans, les personnages super-héroïques ont vécu des décennies dans les comic books. Et c'est à ces récits, souvent moins connus du grand public, parce qu'en fait, plutôt états-unien et un public de niche, en fait, aux États-Unis, que j'ai choisi de m'intéresser, car ils étaient assez peu étudiés dans une perspective assez sur les représentations genrées. Quelques polémiques éclataient parfois, souvent liées à la mise en scène des super-héroïnes. Ainsi, en 2014, une couverture alternative, donc c'est pas la couverture que tous les comic books auront, c'est certains comics qui auront cette couverture. Donc c'était une couverture de Milo Manara, donc auteur italien de bande dessinée érotique, qui avait été dévoilée et qui avait fait râler une partie des critiques sur l'hypersexualisation du personnage, dont la pose qu'elle adopte. La couverture a quand même été publiée, donc comme vous voyez, ils ont mis le titre sur le fessier du personnage pour un peu l'effacer. Et elle a été vendue 37 500 $ en 2020, donc ça n'a pas empêché le succès de la couverture. Il s'agit de polémiques sur la mise en image des personnages féminins, et si ce sujet devait être étudié, il ne devait pas non plus occulter d'autres questions. Les super-héroïnes sont-elles réellement moins nombreuses que les super-héros? Sont-elles souvent protagonistes d'une série à leur nom? Comment sont-elles mises en scène dans ces séries, scénaristiquement et esthétiquement? Et ce traitement varie-t-il de celui appliqué aux hommes? Quels sont les changements qu'elles ont connus depuis leur création dans les années 1930? C'est donc avec ces questions que j'ai commencé ma recherche, qui a abouti à ma soutenance de thèse en 2019, une thèse intitulée donc des super-héroïnes à Gotham City, une étude de la redéfinition des stéréotypes de genre dans l'univers de Batman. Enfin, des rôles genrés dans l'univers de Batman. Donc, je vais donc parler de cette recherche. D'abord, je vais présenter quelques choix que j'ai faits dans ma thèse qui justifieront un peu cette présentation. Puis, je vais présenter d'une façon historique et synthétique l'évolution des super-héroïnes des années 1930 aux années 1980. Je ferai ensuite un petit encart sur ce qui s'appelle le Modern Age, donc, qui est la période que j'étudie principalement, en donnant quelques chiffres. Je vous présenterai ensuite pourquoi on peut parler de récits masculins dans les récits de super-héros, en m'intéressant à une thématique précise, celle de la mise en scène des corps. Et je finirai en m'intéressant aux séries où des femmes sont protagonistes, donc où les super-héroïnes sont les protagonistes. Alors, donc, ça, c'est le plan que je viens de dire. Donc, les choix que j'ai fait dans ma thèse. Donc, le premier choix, ça a été de choisir de ne me concentrer que sur un seul éditeur. En fait, il y a deux éditeurs principaux de comic books aujourd'hui, qui sont de comic books super-héroïques, qui sont DC Comics et Marvel. J'ai choisi de me concentrer sur DC Comics parce que je trouvais ça plus simple de connaître l'histoire d'un éditeur dans son ensemble. Ça permettait de voir son évolution à travers le temps. Et j'ai choisi chez l'éditeur DC Comics de centrer mon étude sur le personnage de Batman, parce que c'est déjà un personnage que je connaissais bien, je l'avais étudié en master, mais en plus parce que c'est un univers qui avait plus de 70 ans et dans lequel étaient nés beaucoup de personnages féminins. Alors, j'ai aussi ensuite choisi d'étudier les œuvres dans leur système de production, de médiation et parfois de réception. Il s'agit de prendre en compte que les fascicules de comic books sont produits dans ce que Howard Baker parle d'un monde de l'art, là on va parler du monde des comic books. Donc il y a une industrie des comic books, il y a des gens qui font vivre cette industrie, il y a des gens qui produisent ces comics, des gens qui assurent la médiation de ces comics et donc des publics qui les lisent. Donc ne jamais étudier l'histoire en elle-même, mais toujours l'étudier en contexte. Et donc, en sachant que ce contexte prend aussi en compte les évolutions états-uniennes, donc l'évolution de la société, l'évolution des droits des femmes, l'évolution des mouvements féministes que nous allons voir. Alors, Batman existe depuis 1939, donc c'est un personnage qui a déjà des milliers de comic books à son nom. Un comic books, là on parle de fascicules d'une vingtaine de pages, mais il y en a plus de 10 000 à propos de Batman. Plus tous les comic books qui ont été publiés sur les personnages secondaires. Alors, les alliés de Batman, on appelle ça la Bat Family. Ça représente des dizaines de milliers de comic books. Donc, j'ai choisi de ne centrer mon étude que sur les comic books en corpus principal. Et j'ai laissé les films et séries télévisées pour un corpus secondaire. J'ai totalement écarté certains médiums, tels le jeu vidéo. Mon corpus principal donc, se trouve entre 1985 et 2016, donc dans une période qu'on appelle le Modern Age, que je réexpliquerai tout à l'heure. Par contre, une partie des œuvres que j'étudie se trouve avant, parce que je voulais justement voir l'évolution de ces super-héroïnes avant le Modern Age, pour pouvoir
comprendre d'où on partait. Donc j'ai un corpus qui va aussi de 1939 à 2016. Par contre, j'ai arrêté en 2016 parce qu'il y a eu un événement éditorial chez DC Comics où toutes les séries ont été arrêtées, ce qui m'a permis en fait de faire une pause à ma recherche. Et comme ça, comme j'ai commencé ma recherche en 2014, j'ai pas dû m'intéresser à beaucoup de séries en cours de publication. Je vais maintenant présenter l'apparition des super-héroïnes de comic books et les changements qu'elles ont vécus entre les années 1930 et 1980. Les comic books sont des fascicules de bande dessinée que Jean-Paul Gabillet, donc théoricien des comic books, définit ainsi un magazine de format réduit vendu en kiosque pour un prix modique et proposant des bandes dessinées inédites. La date d'apparition du médium proposé par Jean-Paul Gabillet est de 1935 avec News Comics numéro 1. En 1938 paraît Action Comics, donc dans lequel se trouve la première aventure de Superman, qui apparaît aussi en couverture. Le succès du personnage est à peu près immédiat, et dans la lignée de Superman vont apparaître de nombreux super-héros et super-héroïnes, un peu moins, dont Batman dès 1939. Le genre super-héroïque est donc intrinsèquement lié avec le médium comic book qu'il participe à populariser. Si les premiers personnages super-héroïques sont tous des hommes, quelques femmes apparaissent rapidement. Entre décembre 1939 et janvier 1940, donc un peu plus d'un an après la création de Superman, vont apparaître Phantoma et The Woman in Red, qui peuvent se disputer le titre de première super-héroïne. C'est toutes les deux des femmes avec des capacités au-delà de la normale, des pouvoirs pour Phantoma, des capacités de détective et de combat pour The Woman in Red, et elles semblent lutter pour le bien. Aucune des deux n'aura de titre à son nom, elles apparaissent dans des recueils où d'autres titres paraissent, et aucune des deux ne sera jamais en couverture. Il faut attendre 1941 et l'apparition de All Star Comics numéro 8 pour que soit créée la super-héroïne destinée à devenir la plus célèbre du genre, donc Wonder Woman. Elle sera en couverture de All Star Comics numéro 11, donc 4 numéros après sa création, entourée d'autres super-héros. Wonder Woman apparaît dans un contexte de guerre. Elle est ce que Trina Robbins, historienne et autrice de comic books, nomme une super-héroïne patriotique. En effet, le genre super-héroïque sera lié à la propagande pour l'entrée en guerre des États-Unis, puis pour le soutien aux troupes et à l'effort de guerre. Et les femmes sont aussi mobilisées dans cet effort, puisqu'en fait, elles remplacent les hommes qui sont au front. Nous allons retourner juste un an en arrière, en 1940. Donc, en 1940, Batman obtient un titre à son nom. Donc avant, il était dans Detective Comics, et là, il obtient la série Batman. Dans le premier numéro de Batman, il combat 3 ennemis, le Joker, que tout le monde connaît aujourd'hui, Hugo Strange et The Cat. The Cat est une femme. C'est une création de Bill Finger et Bob Kane, qui sont aussi les co-créateurs de Batman. The Cat n'est pas une super-héroïne, c'est une vilainesse qui maîtrise l'art du déguisement et c'est une voleuse. Elle ne laisse pas Batman indifférent et c'est réciproque. Elle utilise d'ailleurs l'intérêt du super-héros pour s'enfuir pendant le numéro. Elle ne porte pas encore de costume, mais il s'agit donc de la première apparition de Catwoman. Dès le numéro 2, elle réapparaîtra dans un récit où elle se nomme The Catwoman. Par la suite, elle obtiendra le nom de The Catwoman, donc en un seul mot. Dans le numéro 3, elle apparaît de nouveau, et cette fois, elle porte un costume plus marqué, avec donc ce masque de chat que nous pouvons voir. The Cat est créée au tout début des années 1940 et elle possède beaucoup d'attributs de la femme fatale, un archétype de roman et film noir, des genres qui inspirent beaucoup les aventures de Batman, Batman étant un super-héros détective. Cependant, le personnage de The Cat connaîtra de nombreuses variations durant ses premières années d'apparition. Elle changera de nom, de costume, sera parfois une méchante, parfois une gentille, c'est par contre jamais une meurtrière. Elle reste intéressée par Batman, mais ce n'est pas toujours réciproque. C'est un personnage instable qui apparaîtra irrégulièrement jusqu'en 1955, année où elle disparaît. La disparition de Catwoman intervient dans une période troublée pour l'industrie des comic books. En effet, dès 1940, des voix se sont élevées, surtout dans la presse, pour dénoncer les contenus des comic books qu'ils considéraient comme incompatibles avec la jeunesse. Dans l'après-guerre, les campagnes d'opinion reprennent de plus belle, avec une figure centrale qui émerge, le psychiatre Frederick Werthmann, qui dès 1947 est associé au mouvement.
Alors, en 1954, ont lieu les séances de la commission Hendrickson, donc c'est au niveau fédéral, hein, qui doivent déterminer les liens entre les comic books et la délinquance juvénile. La même année, Frederick Werthmann publie un ouvrage qui s'appelle Seduction of the Innocent, qui traite des dangers des comic books pour la jeunesse. Dans ce livre, le psychiatre s'attaque peu aux titres super-héroïques, mais deux sont explicitement cités. Wonder Woman, car il s'agit d'une série qui présente une mauvaise féminité et qui entraîne les jeunes filles vers le saphisme, et Batman, car il met en scène des personnages qui sont des mauvaises féminités, dont Catwoman, qui est explicitement citée, et parce que la série est accusée de présenter une relation, alors soit qualifiée de pédérastique, soit d'homosexuelle, entre Batman et son acolyte Robin. Donc là, on a une citation en fait de Frederick Werthmann qui accuse Catwoman de pousser Batman dans les bras de Robin. Face à ces attaques, l'industrie des comic books se dote d'une structure d'autocensure, le Comics Magazine Association of America, et édite un code d'autocensure, le Comics Code Authority, le CCA, que chaque éditeur doit respecter pour pouvoir pour que ses publications soient distribuées. Donc, si vous respectez le code, vous avez le sceau qu'on peut voir sur cette image. Et si vous avez le sceau, les détaillants de presse acceptent de vendre vos comics. Sinon, non. Catwoman n'est pas compatible avec plusieurs articles du code et donc elle disparaît dès 1955. En 1956, apparaît un nouveau personnage féminin, Batwoman. Il s'agit de la cousine de Bruce Wayne, donc la cousine de Batman. Un jeu romantique se joue entre les deux personnages, mais demeure très chaste. Elle est indubitablement une gentille et contrairement à Catwoman, elle est assez peu sexualisée. Elle utilise surtout des objets qui la renvoient à sa féminité et elle doit souvent être sauvée par Batman et Robin. Elle n'est pas une mauvaise féminité comme Catwoman ou Wonder Woman selon Frederick Werthmann. Elle correspond bien au contraire à l'image d'une féminité qu'on trouve dans l'après-guerre aux États-Unis, quand les femmes sont appelées à retourner au foyer pour laisser le travail aux hommes rentrer du front. Batwoman est aussi un modèle de héros féminisé, quand un personnage féminin n'est que la féminisation d'un personnage masculin qui lui préexiste. Souvent, cette femme-là est la compagne ou la fille du super-héros qui lui préexiste. Batwoman est la femme qui apparaîtra le plus dans les comic books entre 1956 et 1965, bien plus que Catwoman avant elle. Par contre, à partir de 1965, elle disparaît presque totalement, et durant les 9 années où elle est apparue, c'est un personnage qui gagnera assez peu en épaisseur. Durant les années 1950, le genre super-héroïque est en berne. En fait, c'est un genre qui se vend assez mal durant les années 1950 et il n'y a plus que 3 super-héros qui ont des titres à leur nom, donc c'est super-héros et super-héroïne. C'est Wonder Woman, Superman et Batman. Tous les autres super-héros et super-héroïnes ont soit disparu, soit sont redevenus des personnages secondaires dans les titres des personnages précités. Alors cette baisse ne doit pas être imputée au CCA avec lequel le genre super-héroïque est assez compatible, mais plutôt pour un désintérêt du genre super-héroïque dans l'après-guerre. Mais dès 1950, l'éditeur DC Comics essaye de relancer certains super-héros des années 40, comme The Flash dès 1956. Et en 1959, le personnage aura un titre à son nom. Mais c'est surtout Marvel qui va arriver à relancer les super-héros durant les années 1960, avec les créations de Stan Lee. Donc Stan Lee, c'est un scénariste, et en 1961, il lance Les 4 Fantastiques avec Jack Kirby, en 1962, Spider-Man avec Steve Ditko, en 1962, Hulk avec Jack Kirby, en 1963, Iron Man avec Larry Lieber, Don Heck et Jack Kirby, et en 1963, de nouveau, les X-Men avec Jack Kirby. Ces nouveaux personnages sont donc majoritairement des hommes, les femmes font seulement partie d'équipes et elles ont des pouvoirs moins importants que leurs coéquipiers masculins. Durant les années 1966 et 1968, les comic books Batman connaissent un fort succès lié à la diffusion de la série télé Batman, donc sur ABC. Alors que dans les comic books, on avait plutôt une tendance à supprimer les personnages secondaires, enfin à faire sortir des histoires les personnages secondaires, la série télé nécessite beaucoup de personnages secondaires et donc on en crée de nouveaux. Ainsi, en 1966, apparaît Batgirl, Barbara Gordon, d'abord dans les comic books, puis en 1967 dans la série télé. Alors, elle est la fille du commissaire Gordon. Le commissaire Gordon, c'est un allié de Batman qui apparaît dès les premières aventures du super-héros.
Dans la série télé, elle est amoureuse de Batman, enfin il y a une relation entre les deux personnages. Dans les comic books, c'est une bibliothécaire et il n'y a pas de romance avec Batman. Et elle vit chez son père. Durant les années 1960, les États-Unis sont secoués par plusieurs mouvements sociaux, dont la révolution sexuelle et le mouvement de libération des femmes. Si les comic books mettant en scène Batman ne traitent pas directement de ses faits politiques et sociaux, ceux-ci inspirent quand même le contenu des histoires. Ainsi, Batgirl est présentée comme une femme moderne, qui travaille, mais respecte l'autorité du père. Ses activités sont définies comme féminines, puisqu'elle est bibliothécaire, qui est une profession très féminine en général. Et elle a des activités personnelles aussi montrées comme féminines, par exemple, elle coud. Plusieurs fois dans les comic books, elle assume que son statut de femme la rend inférieure à ses partenaires Batman et Robin, Robin étant un enfant de 12 ans. Durant les années 1960, réapparaît le personnage de Catwoman, donc, qui avait disparu depuis 1955, elle réapparaît au milieu des années 1960. Dans le premier récit où elle réapparaît, elle est désormais une femme obsédée par Batman qui veut devenir son épouse à tout prix. Donc c'est la couverture qu'on voit là. Dans le deuxième récit, elle réunit une bande de femmes criminelles au nom de la sororité pour finalement s'en servir comme d'une diversion pendant qu'elle commet un cambriolage. Catwoman est ici une caricature des féministes dites radicales. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la deuxième couverture, elle utilise le terme Battle of the Sex associé plutôt à un féminisme radical. Derrière ces revendications de sororité, Catwoman ne désire en fait qu'être l'épouse de Batman ou instrumentaliser d'autres femmes pour arriver à ses fins. Batgirl, au contraire, représente un féminisme légaliste, peu revendicateur, qui n'est jamais menaçant pour les hommes. Durant les années 1970, le personnage sera même nommé au Congrès états-unien. Batgirl est le personnage féminin qui apparaîtra le plus dans les comic books Batman et Detective Comics, donc les deux titres historiques mettant en scène Batman, durant les années 1970 et au début des années 1980. La première moitié des années 1980 offre beaucoup d'apparitions à Batgirl et Catwoman, mais le contenu des récits amoindrit leur rôle. Catwoman aussi entre le rôle de villainesse et celui de petite amie de Bruce Wayne. Donc là, elle est vraiment dans une relation avec Batman ou Bruce Wayne. Batgirl perd son poste au Congrès et retourne vivre chez son père, souhaitant même abandonner son rôle de Batgirl. Il faut ajouter qu'en 1979, Batwoman est morte assassinée dans un récit centré sur Batman. L'esprit du temps des années 1980 est au backlash. Ce mot popularisé par l'écrivaine et journaliste Susan Faludi vise à définir un retour de bâton régressif consécutif au mouvement féministe qui apparaît dans la culture états-unienne sous la présidence de Ronald Reagan. La culture de cette époque voit se développer une rhétorique selon laquelle, je cite Susan Faludi, les femmes ont enfin acquis l'égalité avec les hommes, mais que celle-ci les rend malheureuses parce qu'elles n'arrivent pas à concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle, qu'elles ne trouvent plus de mari et qu'elles sont stériles de plus en plus tôt, entre autres choses. Il faut ajouter à ces faits sociaux qu'en 1978, DC Comics a connu des difficultés, ce qui a entraîné une baisse du nombre de titres qu'ils publiaient. Ça va réaugmenter durant les années 1980, mais donc le début des années 1980 est une période un peu compliquée pour l'éditeur. Et donc c'est dans ce contexte que les super-héroïnes de DC Comics vont totalement disparaître en 1985 pour réapparaître après. Mais donc elles vont disparaître un moment. Pour résumer, Batgirl, Batwoman et Catwoman sont trois héroïnes issues de contextes socio-historiques différents. Elles apparaissent aussi dans diverses périodes de l'industrie des comic books. Ces contextes variés vont influencer l'écriture de leurs origines ainsi que leurs aventures à travers le temps. Elles sont cependant toutes des personnages secondaires et sont toujours impliquées dans des relations sentimentales ou familiales avec des personnages masculins qui leur préexistent. Donc, notre partie socio-historique se termine ici et maintenant nous allons nous concentrer sur ce qui va advenir à l'intérieur des récits à partir de la seconde moitié des années 1980. Cette période qui débute est appelée le Dark Age ou le Modern Age dans une découpe de l'histoire des comic books par les fans. Cette nouvelle période amène beaucoup de changements dans l'industrie des comic books, dont certains étaient initiés dès les années 1970. Pour les citer rapidement, le Modern Age est une époque de multiplication des titres, même si la durée de ceux-ci raccourcisse. C'est aussi une période où les lieux de vente vont changer. En fait, on passe d'un fascicule de comic books qui était surtout vendu par les
détaillants de presse, aux librairies spécialisées. Donc, ça passe pas totalement de l'un à l'autre, mais on va plus vers les librairies spécialisées qui ne vendent que des comic books et des objets dérivés. Et ça, c'est plutôt des lieux fréquentés par les hommes. De nouveaux formats vont apparaître, donc on va voir se développer ce qu'on appelle les graphic novels. Ça regroupe plusieurs types de formats, mais un des formats, c'est en fait des bandes dessinées plus longues. C'est pas 20 pages, c'est 40, 50, 60 pages, mais en un seul numéro. Il y a une nouvelle génération de créateurs et créatrices qui arrivent pour travailler sur les comic books et qui sont des gens qui ont grandi en fait avec les comic books, qui apprécient le médium, qui sont des fans en fait et qui viennent travailler dans l'industrie. Et on a un apaisement de la censure. Le CCA est de moins en moins, tolère de plus en plus de choses. En 1989, une révision du code le dépouille d'ailleurs de son contenu originel. Ces modifications dans l'industrie sont accompagnées de changements dans les récits publiés. Les histoires de super-héros et super-héroïnes deviennent plus violentes et moins manichéennes. De plus, la multiplication des titres entraîne l'apparition de nouvelles séries consacrées à des personnages secondaires, dont les super-héroïnes. Ainsi, dès 1989, Catwoman obtient un titre à son nom. Alors, je vais donner quelques chiffres pour le Modern Age, justement pour un peu situer le paysage. Donc, comme je l'ai dit, c'est des sites qui sont réalisés, des chiffres qui sont réalisés grâce au site internet Comicvine, Comicron et Grand Comic Database. Donc, le nombre de séries publiées par DC Comics ne cesse d'augmenter. Donc là, on peut le voir, dans les années 2000, on est à plus de 100 séries par an, alors qu'en 1935, en fait, on était à 1 ou 2 séries par an. Donc, de plus en plus de séries. Donc là, on peut voir en 1978 l'effondrement des publications de DC Comics. Mais à part ça, on est de nouveau sur une augmentation à partir des années 1980. Par contre, on publie de plus en plus de séries, mais on publie des séries qui sont de moins en moins longues. Donc, il faut voir que Detective Comics et Batman, qui étaient les séries historiques dans lesquelles apparaissait Batman, ont duré plus de 700 numéros chacune. Elles se sont arrêtées en 2011. Par contre, sur 1935 à 2000, la moyenne d'une série, c'est 25 numéros. Donc, de plus en plus de séries, mais des séries de moins en moins longues. Et en plus, des séries qui, par contre, se vendent de moins en moins bien. Si dans les années 1960, un comic book Batman pouvait être vendu à plus de 500 000 exemplaires, durant les années 1990 et 2000, il faut compter qu'un fascicule se vend jusqu'à 10 fois moins bien, donc plutôt autour de 50 000, 60 000 exemplaires. Quelques chiffres sur la répartition genrée du catalogue de l'éditeur DC Comics. Donc, c'est des chiffres qui ont été faits par rapport à l'encyclopédie de DC Comics, un ouvrage qui est paru en France en 2005. Donc, on peut observer que par tranche de 5 années, la tendance est toujours de créer plus de personnages masculins que de personnages féminins. J'ai aussi mis les personnages transgenres qui apparaissent en tout petit parce qu'en fait, il y en a juste très très peu. Donc, la seule tranche où on a presque une égalité, c'est 1985-1989, donc le début du Modern Age, où on a, pour le coup, presque autant de personnages féminins que masculins qui sont créés. On a quand même, de toute façon, à partir des années 1970, enfin plutôt 75, un ratio qui diminue. Et donc, en 2005, à la fin de mon calcul, on peut arriver à 25% de personnages féminins dans le catalogue de l'éditeur DC Comics. En 1985, au début du Modern Age, c'est 20% de personnages féminins dans le catalogue de l'éditeur. Mais presque aucune de celles-ci n'a de titre à son nom. Les séries se multiplient et raccourcissent donc, mais parallèlement, les récits en plusieurs parties se développent. Donc, à partir des années, vraiment fin des années 70-80, on va avoir ce qui s'appelle des arcs narratifs. C'est-à-dire qu'avant, un fascicule, c'est une histoire, 20 pages, une histoire. À partir des années 1970-80, on va avoir une histoire sur plusieurs fascicules. Donc, ça peut être 3, 4, 5, mais ça permet de faire une histoire sur 80, 100 pages. Il ne faut pas confondre l'arc narratif avec le run. Le run, ça désigne quand une personne vient travailler sur une série. Par exemple, quand Bob Kane dessine Batman, c'est son run. On parle du run de Bob Kane. Et donc, par contre, on va opposer l'arc narratif avec le récit en un seul numéro, le récit en un seul numéro étant un one-shot. Donc, soit c'est sur un fascicule, soit c'est dans un graphic novel dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, tout ça, ça va en fait concourir à un allongement de la temporalité des histoires. Maintenant, les histoires peuvent se développer sur une centaine de pages. Et avec cet allongement, on va avoir de nouvelles thématiques qui vont émerger. Donc voilà. Et c'est à la mise en scène genrée de ces thématiques que je vais maintenant m'intéresser. Ouais.
Ma deuxième partie de thèse, je l'ai intitulée Super-héroïsme et masculinité. J'y étudie 3 thématiques: le corps et la sexualité des super-héros et super-héroïnes, les relations interpersonnelles de ces personnages et le rapport de ces personnages à la ville. Ici, je vais m'intéresser au premier point, donc qui est les corps des super-héros et super-héroïnes. Avant de commencer sur ce point, je veux juste faire un petit point de vocabulaire sur clichés et stéréotypes. Ce sont des mots qui sont souvent utilisés pour parler de la culture populaire et de la littérature de masse. Le cliché renvoie en fait à l'usure d'un mot, le fait de trop l'utiliser. Le stéréotype, au contraire, est lié à un imaginaire social. Enfin, pas au contraire, mais lui est lié à un imaginaire social. Il s'agit d'une réduction d'un groupe social à quelques caractéristiques qui sont pensées comme partagées par l'entièreté du groupe. Le stéréotype se construit quand 2 groupes sociaux sont mis en contact et il renvoie au rapport de domination qui se joue entre ces groupes. Et c'est pour ça que j'utilise le mot stéréotype et pas cliché quand je vais parler de mes récits et quand j'étudie la mise en scène genrée. Alors. Donc reprenons où nous nous en étions arrêtés durant les années 1980. Pendant les décennies des années 80, 90, 2000, on trouve dans des interviews de membres de l'industrie des comic books, mais aussi chez les fans, une croyance tenace qui est que ces récits sont avant tout lus et achetés par des hommes. Et en fait, il n'y a pas de chiffres qui permettent totalement d'appuyer ces théories. Les données éparses semblent effectivement dire qu'on a plus d'hommes dans le lectorat, plus d'hommes qui achètent, mais on n'a pas non plus assez de chiffres pour en être sûr. Mais en tout cas, c'est quelque chose dans lequel les gens de l'industrie et les lecteurs et lectrices, peu qu'il y en ait, croient. La minorisation des femmes dans le lectorat des comic books est le résultat de 3 facteurs selon Jean-Paul Gabillet. L'hégémonie du genre super-héroïque, le recul des genres considérés comme féminins et l'organisation de lieux et de pratiques de vente qui attirent davantage un public masculin, donc les librairies spécialisées dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce qui nous intéresse, nous, donc, c'est l'hégémonie du genre super-héroïque et la manière dont le genre super-héroïque s'organise à partir des années 1980 autour de récits masculins. Par récit masculin, nous n'entendons pas des récits dont tous les personnages sont des hommes, même si c'est une caractéristique importante, il y a plus d'hommes que de femmes, mais des récits qui sont codés pour s'adresser à un public masculin. Ce sont des histoires genrées dans leur traitement de leur thématique et dont le contenu varie en fonction du sexe du protagoniste. Les récits de Batman durant le Modern Age répondent à la définition de récit masculin, car les thématiques mises en histoire sont avant tout pensées autour d'hommes et articulent des valeurs masculines. Et là, je fais juste un point pour dire qu'il faut que le masculin et le féminin ne regroupent bien sûr pas tous les traits qu'ont les hommes ou les femmes, mais ce qui est symboliquement et socialement associé aux hommes et aux femmes. Qu'est-ce que ça donne dans les récits de super-héros? Ça donne des récits qui structurent autour de thématiques traitées selon une vision masculine, qui exclut partiellement les femmes ou les subordonne à leurs coéquipiers masculins. Ce que nous allons voir à travers l'exemple des corps de super-héros et de super-héroïnes. La mise en scène du corps super-héroïque est un élément central des récits super-héroïques. En effet, pas de super-héroïsme sans corps, mais ces corps sont pourtant très différents s'il s'agit de corps d'hommes ou de corps de femmes. Avant les années 1960, les corps des super-héros sont construits sur un modèle unique, celui de Superman. Il s'agit de corps d'hommes blancs dans la force de l'âge et en bonne santé physique. Les quelques corps féminins qu'on peut voir, donc Wonder Woman, les quelques femmes qui sont là, ont à peu près elles aussi toutes le même corps, c'est aussi des femmes blanches d'à peu près le même âge. Par contre, leurs corps sont assez différents de ceux des hommes, beaucoup moins musclés. À partir des années 1960, et particulièrement dans les publications de l'éditeur Marvel, des variations vont apparaître avec des corps moins musclés, comme celui de Spider-Man, qui est encore un jeune homme, des corps handicapés, comme celui du professeur Xavier, et des corps qui peuvent se déformer, comme celui de Richard Reed des 4 Fantastiques. Ces variations corporelles sont surtout liées au corps d'hommes. Les personnages féminins demeurant souvent les seuls membres de l'équipe à posséder une apparence normative. Elles sont jeunes, belles, et leurs corps ne subissent pas de modifications physiques, comme c'est le cas de Jean Grey dans les X-Men. Donc, les X-Men, c'est l'image du milieu. Donc, le professeur Xavier, c'est le chef de l'équipe, il est en fauteuil roulant. À côté de lui, vous pouvez voir Bobby, qui est un personnage qui se transforme en glace. Vous avez Angel, qui est un personnage qui possède des ailes d'ange. Tout au centre, vous avez Cyclope, qui lui possède des lunettes comme s'il était aveugle. Et devant, au premier plan, vous avez The Beast, qui possède une apparence de singe.
Le seul personnage féminin de l'équipe, c'est Jean Grey. Jean Grey possède l'apparence d'une jeune fille, son corps ne change pas, et elle possède un pouvoir mental, donc en fait, qui n'est absolument pas lié à sa corporalité. Durant les années 1980 et surtout 1990, les comic books vont voir se développer un mouvement esthétique nommé le Bad Girl Art. Le Bad Girl Art se caractérise par une mise en scène et en images des corps qui exagèrent les attributs physiques des femmes, donc particulièrement la poitrine et les fessiers, et des hommes, les muscles. Cette emphase sur les caractéristiques physiques considérées comme féminines et masculines s'accompagne d'un rétrécissement des tenues des personnages féminins, et donc d'un dévoilement de leur anatomie. Les deux corps sont donc des objets de fantasme genrés qui attribuent aux hommes une force sans limite et aux femmes un attrait sexuel intense. Si le corps masculin peut ainsi être un objet identificatoire car il possède une capacité d'action, une capacité d'agir par ses muscles et sa force, le corps féminin est un corps avant tout présenté comme passif, dont l'atout principal est de plaire à autrui. Les femmes se trouvent ainsi objectifiées dans leur physique, dans leur tenue et aussi dans leur pose. Une des poses qui est assez célèbre pendant cette période, c'est la Brokeback pose, dans laquelle un personnage féminin est présenté se tordant de façon à ce que sa poitrine et ses fesses soient visibles pour le lectorat. L'appellation Brokeback est une contraction des termes broken back, parce que essayer d'adopter cette position dans la réalité revient à se briser le dos. Donc, le Bad Girl Art, c'est aussi une période où la morale des personnages, et surtout des personnages féminins, va être moins manichéenne. Donc, les super-héroïnes du Bad Girl Art, c'est plutôt des personnages au moins troubles, voire des villainesses. D'ailleurs, Catwoman, qui, encore une fois, obtient des séries à cette époque, correspond très bien à cette définition. Entre 1993 et 2001, Catwoman sera protagoniste d'une série, donc d'une série longue de comic books, plus de 90 numéros, dont les 79 premiers numéros sont dessinés par Jim Balent, qui est un artiste phare du Bad Girl Art. On voit ainsi apparaître dans la série les différents éléments que j'ai mentionnés: hypersexualisation des femmes, hypervirilisation des hommes, sexualisation des poses, même les plus dramatiques, comme là où en fait Catwoman a son appartement qui a explosé avec elle dedans, et donc on a le droit à une scène de dévestissement du personnage, et des vestissements, donc des corps féminins sous quelque prétexte que ce soit. Et donc sur ces deux images, on a des exemples de Brokeback pose, donc où vous voyez et les seins des personnages qui sont presque de face et le fessier qui est de profil. Ça peut aller jusqu'à des fois le fessier qui est de face aussi. Ainsi, les corps des femmes et des hommes, à partir des années 1980, sont présentés comme essentiellement différents dans leur mise en scène. Celui des hommes est taillé pour le combat et la violence, alors que celui des femmes est fait pour être un objet de regard. Ici, nous voyons l'aspect visuel de la différence des corps, mais celle-ci a aussi un pendant scénaristique à travers la thématique de la blessure que nous allons voir maintenant. Les années 1980 voient augmenter la violence dans les récits de super-héros et super-héroïnes. Une conséquence directe de ceci est la réapparition d'un motif qui était persona non grata depuis les années 1940, la blessure. En effet, dans les premiers récits de Batman, le super-héros subissait des blessures. Mais dès 1940, avec l'apparition des premières campagnes d'opinion, la blessure disparaît. Donc sur la première image, là, vous avez une des dernières blessures que Batman subit en 1940. À partir de 1969, Batman reçoit de nouveau des blessures par balle, mais celles-ci ne sont pas apparentes. Il faut attendre les années 1980 pour qu'il recommence à saigner. Donc en 1982, là, vous avez Batman qui recommence donc à perdre du sang. On passe ainsi d'un corps qui était impénétrable pendant plus de 30 ans à un corps qui peut être blessé, même grièvement, mais qui se remet de tout. Susan J. Ford, dans son étude des films mettant en scène Rambo, souligne que la blessure faite au corps du super-héros, du héros chez Susan J. Ford, le différencie des autres hommes parce que lui est capable de supporter la douleur. Il n'est pas détruit physiquement ou psychiquement par elle. On a un exemple de ça dans le récit Knightfall, donc qui est un arc narratif sur plusieurs numéros, dans lequel Batman se fait briser le dos par le criminel Bane. Donc
voilà, et est laissé vaincu au sol. Et le personnage va, dans les numéros qui suivent, réapprendre à marcher, puisque dans un premier temps, il est handicapé, réapprendre à marcher, retourner à son rôle de Batman, récupérer sa combinaison de Batman parce que quelqu'un d'autre lui a usurpé le titre, et réassumer donc d'être Batman. Durant ces années, la violence dans les comic books sera aussi dirigée contre les corps féminins et les corps des super-héroïnes. Cependant, les blessures que les corps recevront ne seront pas les mêmes que celles des corps masculins, et les super-héroïnes ne se remettront pas pareillement de leurs blessures. En 1999, paraît le site internet Woman in Refrigerator. Le site est constitué d'une liste rédigée par Gail Simone, une fan de comic books qui va devenir par la suite scénariste. Dans sa liste, elle recense des personnages féminins qui ont perdu leur pouvoir, ont subi des violences, sexuelles ou non, ou ont été tués dans un comic book. Le nom Woman in Refrigerator fait référence au numéro 54 de la série Green Lantern. À la fin de ce numéro, le super-héros Green Lantern rentre chez lui et trouve sa petite amie Alexandra DeWitt, assassinée par le criminel Major Ford et rangée dans le réfrigérateur. La mort d'Alexandra DeWitt est ainsi devenue emblématique d'une tendance à diminuer physiquement des personnages féminins, la mort étant la diminution physique extrême, dans des récits qui sont centrés sur des personnages masculins. Suite à cette mort ou à cette blessure, la femme est vengée par l'homme protagoniste. La dramatisation n'est pas liée à la mort d'une femme, mais au fait qu'un homme en souffre. Anita Sarkeesian insiste sur ce point dans une vidéo d'une série de vidéos qui s'appelle Damsel in Distress et en fait qui traite des femmes dans les jeux vidéo. Et dans la deuxième vidéo, elle parle en fait des Women in Refrigerator. Et elle dit, je la cite, « À première vue, les femmes victimes de violences sont présentées comme la cause du tourment du héros. Mais si nous creusons un peu plus, profondément dans le sous-texte, je dirais que la véritable source de la douleur provient de son sentiment de faiblesse et ou de culpabilité, face à son incapacité à accomplir le devoir patriarcal socialement prescrit de protéger sa femme et ses enfants. De cette façon, ces histoires de héros qui ont échoué portent en réalité sur la perte perçue de la masculinité, puis sur la quête pour retrouver cette masculinité, principalement en exerçant la domination et le contrôle par le biais de la violence sur les autres. » Fin de la citation. Dans une lettre de réponse à la Woman in Refrigerator list, parce que plusieurs scénaristes ont répondu, enfin plusieurs artistes ont répondu, le scénariste Ron Mars dit que le problème est, je le cite, « moins masculin-féminin que personnage principal, personnage secondaire. Dans la plupart des cas, les personnages principaux, les personnages protagonistes qui ont des récits à leur nom sont des hommes. Donc si les personnages protagonistes, y compris Wonder Woman, sont généralement intouchables, les personnages secondaires sont ceux qui subissent les tragédies les plus dérables et les plus dévastatrices. Et beaucoup de personnages secondaires sont des femmes. » Fin de la citation. S'il est certain que la distinction entre les personnages principaux et les personnages secondaires joue un rôle, le scénariste ne semble pas du tout prendre en compte la distinction genrée qui existe dans le traitement de ces personnages secondaires féminins et masculins. Un cas permet de noter la différence entre la violence subie par les hommes et les femmes dans les comic books. Durant l'année 1988, deux personnages secondaires de la Bat Family, donc deux alliés de Batman, connaissent des destins tragiques. Barbara Gordon, la deuxième Batgirl, et Jason Todd, le deuxième Robin. Ces deux personnages vont être blessés et ou tués par le Joker. Elle et il souffrent donc, mais la façon de mettre en scène ces souffrances et la mort ou la blessure extrême sera différente. Barbara Gordon est blessée dans le comic book The Killing Joke, donc nous voyons des images ici. C'est un récit one-shot, un graphic novel de 48 pages. Jason Todd est tué dans un arc narratif, Death in the Family, donc un récit en 4 numéros. Barbara survit à l'attaque, Jason décède suite à cette attaque. Cependant, Jason Todd est l'un des deux protagonistes de l'arc Death in the Family, c'est l'un des deux personnages principaux à ce moment-là. Tandis que Barbara Gordon n'est qu'un personnage secondaire dans un récit centré sur 3 hommes. Elle apparaît au total dans 5 pages des 48 pages de l'album. La première dans laquelle elle parle avec son père, les 2 suivantes qu'on voit ici où elle se fait agresser par le Joker, une 4e page où elle se trouve à l'hôpital et où elle parle avec Batman, et elle apparaît indirectement dans une page où des photos d'elle souffrant nue sur le sol sont montrées à son père. Pour reprendre l'analyse d'Anita Sarkeesian, cette histoire ne concerne pas Barbara Gordon, mais les hommes autour duquel elle gravite.
Son père, le commissaire Gordon, échoue ainsi à protéger sa fille, et Batman échoue à protéger une amie et une alliée. Les deux personnages subissent des blessures, mais celles-ci ne sont pas mises en scène de la même façon. Celles que Jason reçoit sont perpétrées hors case, à l'exception du premier coup. L'effet dramatique est important, mais la violence n'est pas mise en image directement. Donc, dans ce récit qui est paru dans une des séries officielles Batman, donc des séries qui sont plutôt adressées à des adolescents, jeunes adultes. Et c'est une violence non pénétrante. Donc, Jason n'est blessé qu'à l'extérieur du corps. Au contraire, The Killing Joke est un récit qui est paru dans les librairies spécialisées, donc qui est plutôt destiné à des adultes, et la violence qui est mise en scène est plus importante. Le récit met en place un système de voyeurisme de la violence subi par Barbara Gordon. Celle-ci se fait doublement pénétrer, d'abord par la balle du pistolet du Joker, puis lors du viol, auquel le lectorat n'assiste pas, mais qui est clairement présent dans le sous-texte. De plus, après avoir été battu à mort par le Joker, Jason parvient à se relever et à sauver sa mère, alors que Barbara Gordon sera incapable du moindre mouvement après cette scène. Barbara Gordon ne sera pas le seul personnage féminin de l'univers de Batman à subir des violences physiques graves. Une alliée adolescente de Batman, Stephanie Brown, sera torturée puis tuée en 2005 dans une scène fortement sexualisée. Quant à Catwoman, elle se fera arracher le cœur en 2008. Ces blessures pénétrantes, surtout celles qui adviennent dans l'espace de l'abdomen ou de la poitrine, ces violences sexuelles sont réservées aux femmes. Si ces deux personnages ont rapidement récupéré, donc même Stephanie Brown, elle est revenue à la vie de leur mort, 2 ans plus tard, quand même, il a fallu 2 ans pour Stephanie. Catwoman, ça s'est joué sur 4 numéros. Barbara Gordon, elle, après The Killing Joke, est restée handicapée jusqu'à 2011, donc entre 1988 et 2011. 2011 est aussi une date qui peut annoncer un changement dans cette répartition genrée des blessures. En effet, dans le numéro 5 de la série Batman New 52, Batman est poignardé dans le dos par un ennemi qu'il n'a pas vu venir. Donc les planches sont à l'envers dans l'album, c'est pas une erreur de diapositive. Cette blessure n'aurait pas été appliquée au corps de Batman durant les années 80-90 et même 2000, car elle a lieu dans un moment de vulnérabilité du héros, qu'elle nécessite un contact physique intime avec l'agresseur et qu'il s'agit d'une blessure perforante dans la zone de l'abdomen. Néanmoins, dès le numéro suivant, le super-héros est remis de sa blessure. Pour résumer cette deuxième partie, est consacrée à la reconfiguration des stéréotypes de genre à partir des années 1980. La thématique que nous avons vue, le corps super-héroïque, est construite dans des récits qui mettent surtout en scène des personnages masculins et dans lesquels les personnages féminins sont secondaires. Cette thématique est donc genrée. Les femmes sont plus souvent blessées que les hommes et se remettent moins de leurs blessures, comme ici le personnage de Barbara Gordon. Il faut insister sur le fait que les stéréotypes de genre ne se retrouvent pas uniquement dans la mise en image, avec des corps qui sont essentiellement différents, mais aussi dans le scénario de ces récits et dans les rapports que les personnages entretiennent entre eux. Cette thématique a été définie en étudiant des récits dont les personnages principaux sont des hommes. Ceux-ci n'offrent qu'une place réduite aux personnages féminins, rendant difficile pour les super-héroïnes d'incarner les valeurs super-héroïques en fait. La dernière partie de ma recherche a pour objet d'observer la reprise de ces thèmes quand les protagonistes des récits sont des femmes. À travers l'étude de 2 personnages féminins dont nous avons déjà parlé, Catwoman et Batgirl, nous verrons comment les séries de super-héroïnes du Modern Age, et surtout des années 2000, vont se réapproprier la thématique développée à partir des années 1980 et subvertir ou reproduire les stéréotypes de genre qui y apparaissaient. Alors, les séries auxquelles nous allons nous intéresser, on ne va pas s'intéresser à toutes, mais à partir des années 1980, donc Catwoman et Batgirl auront des séries à leur nom. Donc dans le cas de Catwoman, toutes les séries à son nom, elle est la protagoniste, donc c'est Selina Kyle, Catwoman qui est la protagoniste. Dans le cas des séries Batgirl, Barbara Gordon apparaît dans toutes les séries, mais elle n'est pas toujours la protagoniste. On va en parler, mais des fois elle est là, mais c'est pas elle Batgirl en fait. Donc nous ne traiterons que des séries sur Catwoman et Batgirl, et juste avant de commencer, nous allons parler de New 52, donc les 2 dernières séries mentionnées là, présenter l'événement New 52 pour expliquer pourquoi je l'ai utilisé comme un événement central dans ma recherche. Les années 1990 et 2000 ont vu se développer les adaptations cinématographiques, souvent à succès, mais synchroniquement, les ventes des titres de DC Comics
continue à baisser. Donc ça, on en a déjà parlé. Pour remédier à cette situation, DC Comics organise en 2011 un événement éditorial nommé The New 52. Toutes les séries de DC Comics en cours de publication sont arrêtées. L'éditeur effectue alors un relaunch de ces séries. Donc un relaunch, c'est pour dire qu'il n'a pas totalement rebooté. Quand vous rebootez, en fait, vous remettez tout à zéro, vous effacez tout. Alors c'est vrai pour certaines séries, mais pas pour toutes. Par exemple, les séries Batman, elles ne sont pas rebootées. Les événements qui ont eu lieu avant 2011 sont toujours pris en compte. C'est juste que la temporalité a un peu changé parce que le personnage a été rajeuni. Tous les personnages en fait de la Bat Family ont été rajeunis. Donc on parle de relaunch. Donc le but de cette manœuvre en fait, c'est de rendre les publications des New 52 accessibles pour un public néophyte, un public qui aurait aimé les films, les séries et qui aimerait en fait venir lire les comics mais qui n'arrive pas à se retrouver dans l'univers. Donc c'est important de voir que c'est des séries qui sont là pour un public qui arrive dans les comics. Donc nous allons commencer avec Catwoman. Ce personnage a toujours été présenté comme une belle jeune femme sexualisée. Cette sexualisation a varié au cours du temps et a été particulièrement exacerbée durant les années 1990 sous l'effet du Bad Girl Art. Néanmoins, durant les années 2000, cette sexualisation avait été assez lissée. Le personnage est toujours présenté comme sexy, attirante, mais elle est moins sexualisée pour le lectorat. La série Catwoman New 52 revient à cette sexualisation. Le premier artiste ayant dessiné la série est Guillaume March, connu pour ses dessins de femmes dans le style dit pin-up. Ce style sera effectivement très présent dès la couverture du premier numéro que nous avons ici. Catwoman apparaît dans une pose lascive, couchée sur le dos, sur le toit d'un immeuble, combinaison ouverte pour laisser apparaître son décolleté, le regard dirigé vers le lectorat et la bouche légèrement entrouverte. Une couverture est un argument promotionnel qui doit attirer le lectorat en lui indiquant assez d'informations qui lui donnent envie d'acheter le fascicule pour lire le reste du récit. Il convient de se demander ce que cette couverture offre comme indication si l'on accepte la promesse de pouvoir profiter de l'anatomie de la femme chat. Et le début de l'album tient effectivement cette promesse. La première case de l'album est un plan sur la poitrine de Catwoman, couverte seulement d'un soutien-gorge de dentelle rouge. Le personnage est en train de se vêtir de son costume et le haut du cadre découpe son visage, ne laissant apparaître que ses lèvres, tandis que le bas du cadre découpe son corps sous sa poitrine. Ce corps n'est pas vu en totalité, mais à travers un ensemble de fragments, bouche, poitrine et fesses, faisant de Catwoman un personnage uniquement défini par ses attributs érotiques. Laura Mulvey, dans son article sur le male gaze au cinéma en 1975, proposait déjà de voir dans cette découpe du corps des femmes de voir cette découpe du corps des femmes comme destinée à un public masculin. Durant les 2 premières pages de l'album que nous avons ici, la tête de Catwoman n'apparaît jamais, son visage n'apparaît jamais, faisant d'elle une headless woman, expression inventée en référence aux affiches qui mettent en scène des corps féminins dont on ne voit pas le visage. Ce morcellement du corps du protagoniste, son absence de visage, rend difficile l'identification du lectorat avec le personnage, ne laissant pour seule option que de regarder ce corps sans tête qui tente vainement de se vêtir avant de se jeter par une fenêtre. Certes, Catwoman est ici la protagoniste, mais sa sexualisation n'est pas moins importante, ni moins problématique que si elle apparaissait dans un récit centré sur des hommes. Au contraire, elle demeure un frein au développement d'un récit sérieux, qui ne soit pas là pour justifier des poses peu crédibles ou des effeuillages récurrents. Si la série Catwoman New 52 développe une trame narrative, celle-ci est ténue, du moins jusqu'à l'arrivée de la scénariste Geneviève Valentine. Quand Geneviève Valentine devient scénariste de Catwoman New 52, les origines du personnage viennent d'être réécrites. Elle est désormais la chef d'un gang de la pègre de Gotham City. Le run de Geneviève Valentine se caractérise par l'arrivée de 2 nouveaux dessinateurs qui se succèdent sur le titre, Gary Brown et David Messina, dont nous avons une planche chacun. Gary Brown ne possède pas un style allant vers la sexualisation des corps féminins, pas plus que Jae Lee ou Kevin Wada qui vont dessiner les couvertures. David Messina dessine davantage ces personnages féminins avec des formes généreuses, mais les poses qu'ils adoptent et leurs costumes n'ont pas pour but de faire ressortir leurs attributs physiques féminins. Et donc, pendant 12 numéros où Geneviève Valentine va travailler sur le titre, on aura une histoire autour des guerres de gangs menées donc en partie par Catwoman, dans lequel en fait Batman apparaîtra très peu et dans lequel elle tient vraiment un rôle de mafieuse en fait. Néanmoins, si l'arrivée de la scénariste Geneviève Valentine a fait augmenter les notes critiques de la série, les ventes de celle-ci seront assez basses. Il est possible que la série paye les pots cassés d'une mauvaise direction scénaristique précédente,
ou au contraire que la sexualisation de Catwoman soit justement ce que les gens attendent d'une série sur la femme-chat. Il est instructif de lire les interviews d'auteurs et d'autrices qui ont travaillé sur le personnage de Catwoman, car chacun et chacune d'entre elles ont une idée très précise du personnage, tout en ayant chacun des avis très différents. En fait, Catwoman est un personnage aujourd'hui encore assez peu défini, libre d'être réinterprété par chacun et chacune en fonction de son propre rapport avec les idées de femme et de sexualité. Elle est parfois blanche, parfois racisée, parfois hétérosexuelle, parfois bisexuelle, parfois criminelle, parfois super-héroïne. Elle est intangible. Les seuls éléments qui demeurent fixes est que sa moralité est plus ambiguë que celle de Batman, qu'elle est liée aux notions de femme et de sexualité, et qu'elle est toujours une très belle femme. Nous allons maintenant finir en nous intéressant au personnage de Batgirl, et particulièrement à Barbara Gordon, qui a été le plus associée à ce rôle, donc celle qui a été en 1988 blessée par le Joker. Dans The Killing Joke, le sort de Barbara Gordon après l'agression par le Joker demeure en suspense. Si le lectorat est informé que la jeune femme a survécu, l'avancée de sa guérison n'est jamais explicitée, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un récit sur elle. Dès la fin de 1988, quelques mois après la parution de The Killing Joke, le personnage d'Oracle fait son apparition dans le numéro 23 de Suicide Squad. Elle est d'abord une voix qui sort d'un ordinateur, donc ce qu'on peut voir sur la première image, et un peu plus tard, son identité est révélée, donc Oracle est Barbara Gordon. Elle ne réapparaît d'abord que dans Suicide Squad, puis à partir de 1993, Oracle va aller dans les titres Detective Comics et Batman, donc 5 ans après les événements de The Killing Joke. Oracle est une super-héroïne handicapée. La partie inférieure de son corps est immobilisée, ce qui l'oblige à utiliser un fauteuil roulant. Cette situation est inédite dans les récits de super-héroïques. Si plusieurs personnages donc possèdent des handicaps, comme nous avons pu le voir, c'est presque toujours des hommes, car les corps féminins ont pour nécessité d'être des corps qui sont qui sont attirants, et en fait le statut de corps handicapé n'est pas considéré forcément comme pouvant fonctionner avec un corps attirant. D'ailleurs, Barbara Gordon sera assez peu dessinée de façon sexualisée pendant toute la période où elle est en fauteuil roulant. Ça arrive, mais c'est assez rare. La nouvelle identité d'Oracle la détache aussi de la figure de Batman. Barbara Gordon renonce à son préfixe de Bat, qui la désigne comme un membre de la Bat Family, mais aussi comme une personne inféodée à la figure de Batman. Cependant, l'évolution de Batgirl en Oracle révèle aussi d'une certaine passivité. Elle ne change pas d'identité car elle grandit et souhaite prendre son indépendance. Barbara Gordon devient Oracle car elle ne peut plus être Batgirl. Elle n'est dans un premier temps pas partie prenante de son changement d'identité, elle ne fait que réagir à un changement corporel qui lui a été imposé par l'extérieur. Paradoxalement, Oracle peut être lu comme un exemple d'autonomisation et d'empowerment dans une version individualiste du terme. Il s'agit en effet d'une femme handicapée qui reprend son destin en main après un événement traumatique. Par conséquent, si le développement de la personnage d'Oracle est assurément une tentative de réparer un événement éditorial considéré comme injuste, voire sexiste, celui-ci ne s'inscrit pas dans une réflexion féministe qui ferait prendre conscience au personnage de la domination qu'elle vit dans un univers sexiste. La transformation d'Oracle en Batgirl est initialement présentée comme un processus individuel et solitaire suite à un événement traumatique. Et sur la deuxième image qu'on voit ici, The Batman Chronicle, donc c'est la première fois en 1996 que des artistes décident de raconter ce qui est arrivé à Barbara entre The Killing Joke et son retour en tant qu'Oracle. Donc 8 ans après les événements, des scénaristes se saisissent de cette histoire pour la raconter. En tant que super-héroïne, Oracle se rapproche des caractéristiques des super-héros qui l'entourent. Elle possède son propre quartier général, ce qui est un fait extrêmement rare pour une femme. Elle réunit des équipes super-héroïques dont elle est la tête pensante. Elle supervise leurs missions, ne pouvant se rendre sur le terrain. Elle forme d'autres femmes à être Batgirl, donc dans les différentes séries Batgirl. Elle devient un relais entre les membres de la Bat Family et met son intelligence et ses compétences en informatique au service de tous et de toutes. En perdant l'usage d'une partie de son corps et sa corporalité super-héroïque, Barbara Gordon semble avoir perdu son statut de femme. Elle peut devenir l'égale des hommes de son univers, tout en étant incapable de combattre à leur côté. D'ailleurs, l'autrice Gail Simon, dont on a parlé pour la Woman in Refrigerator List, disait que le personnage d'Oracle dérangeait chez DC Comics car elle réglait trop facilement tous les soucis, mais aussi parce qu'elle empiétait sur les capacités de Batman en enquêtant à sa place et en résolvant les affaires à sa place. En 2011, à l'occasion des New 52, Oracle disparaît et Barbara Gordon redevient Batgirl.
Elle a bien subi une attaque par le Joker, dont le soupçon de viol a été effacé, mais elle n'a pas été handicapée, enfin elle n'a été handicapée que temporairement, et elle recommence donc à être Batgirl. Alors, c'est courant en fait que les comic books utilisent des événements passés et les réintroduisent dans une histoire. Donc, par exemple, là, dans Batman New 52, dans Batgirl New 52, on reprend The Killing Joke et on le réintroduit d'une autre façon, donc en faisant un événement plus court. C'est ce que Chris Sims nomme une regressive storytelling. Donc, Batgirl, ça va être divisé en 2 runs, celui de Gail Simone, et durant le run de Gail Simone, l'ombre du Joker va vraiment planer sur l'histoire. De nombreuses références sont faites à l'événement. Durant le second run, commencé en 2014 par Brendan Fleischer, Cameron Stewart et la dessinatrice Bab Ters, le Joker n'apparaît qu'une fois. Il y a une volonté de s'éloigner de l'événement traumatique de The Killing Joke, mais le fantôme d'Oracle plane quand même sur les récits. Pourtant, 2 événements qui sont plus ou moins indépendants de la série vont ranimer le souvenir de The Killing Joke. Le premier a lieu durant le mois de juin 2015, lors de la célébration des 75 années du Joker. Chaque série de New 52 possède pour cette occasion une couverture alternative, et quelques mois avant cette publication, elles ont été révélées. Celle qui a été prévue pour Batgirl, c'est celle que nous voyons au milieu, donc celle où Barbara Gordon, Batgirl, apparaît traumatisée, dos au Joker dans une position passive, avec le Joker qui jubile. Alors, il y a une polémique en fait au niveau du public où se sont affrontés celles et ceux qui trouvaient que la couverture était bien à celles et ceux qui elle choquait. Et le dessinateur, Raphaël Albuquerque, a demandé à ce qu'elle ne soit pas publiée. En 2016, paraît le film The Killing Joke, donc qui est un dessin animé et une adaptation du comic books homonyme. Le film est assez fidèle au comic original, mais rend encore plus claire l'agression sexuelle de Batgirl par le Joker. On voit en effet le pistolet du Joker qui s'avance vers le ventre de Barbara avant qu'elle se fasse tirer dessus, et on voit le Joker qui déshabille Barbara Gordon. L'adaptation de ce récit a ainsi entraîné une polémique particulière au sein de la critique féministe, qui reproche au film de réactualiser un récit qui posait déjà des problèmes de représentation dans les années 1980. Donc, The Killing Joke, c'est devenu en fait un traumatisme fondateur, donc, et pour le personnage dans les récits, c'est son traumatisme fondateur, ce qui fait qu'elle devient super-héroïne quelque part, mais c'en est aussi un au niveau de l'industrie et au niveau du public. Il y a une difficulté à s'éloigner de cet événement. Et pour conclure, Catwoman et Batgirl permettent de traiter de problématiques différentes. Catwoman est liée aux questions de sexualisation des femmes dans les comic books. Elle permet aussi d'interroger l'identité instable des personnages de comic books, car c'est un personnage qui est sans cesse réécrit, aussi bien dans ses origines que dans son identité sociale, de classe, de race et de sexualité. Cette plasticité du personnage est due à son rôle de personnage secondaire, mais aussi à son statut de femme, dont les apparitions servent souvent à offrir une vie sentimentale à Batman. Batgirl propose aujourd'hui un modèle de super-héroïne non définie selon son sexe, et dont les actions ne se trouvent pas limitées par celui-ci. Cependant, si Oracle, l'incarnation de Batgirl de 89 à 2011, offrait un modèle original de super-héroïsme, celui d'une femme en fauteuil roulant coordonnant les actions de la Bat-Family, Batgirl depuis 2011 est une copie assez proche du super-héros Batman. Elle lui demeure cependant subordonnée comme les autres membres de la Bat-Family. Son personnage ne se remet jamais en cause une forme de super-héroïsme pensée autour des hommes en se contentant de placer une femme dans ce rôle-là. Et j'aimerais juste conclure sur quelque chose, c'est que donc s'intéresser aux représentations, c'est toujours s'apercevoir qu'en fait, elles ne sont jamais monosémiques. Catwoman est un personnage perturbant dans l'univers des super-héros hyper masculins, mais sa féminité est sexualisée et la renvoie au statut d'objet de regard. Le retour de Barbara Gordon à son rôle de Batgirl permet de l'éloigner un peu plus des événements de The Killing Joke, mais il la rajeunit et supprime la persona d'Oracle, qui était une super-héroïne à part dans le catalogue de DC Comics. Il convient donc toujours d'étudier ces représentations en contexte et de garder à l'esprit que c'est toujours le public, et même les publics, qui donneront au moment de la réception un sens ou un autre à une représentation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Εγώ δε, εκείνο το της έρατε, εκείνο το της έρατε, εκείνο το